Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, je vais demander aux étudiants de la première partie de nous rejoindre tout de suite. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On essaie de commencer à l'heure, 16h30. On commence d'autant plus à l'heure que la programmation du Festival de Pessac est assez serrée. Donc, voilà. Par ailleurs, Pierre Singarilou, qui est ici présent, donc notre invité dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, délocalisées ici à Pessac comme tous les ans, déjà depuis quelques années. Donc Pierre Singarilou, je crois que vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Je crois qu'il faudra qu'à 18h, voilà, vous répondiez à d'autres obligations. Donc on va essayer de tenir dans ce calendrier d'une heure et demie. Une heure et demie donc, pour parler avec vous de votre carrière, de l'histoire et des problèmes de l'heure. Voilà. Donc je vais me livrer à quelques propos introductifs avant de passer la parole aux étudiants qui vont se succéder à ce plateau par groupe de deux pour envisager les trois blocs de questions que les étudiants ont préparés depuis déjà quelques semaines. Donc il y a un travail sérieux qui se fait à l'Institut d'études politiques en amont de ces rencontres pour que l'invité qui est ici présent puisse être soumis à des questions rationnelles, bien préparées, et donc par des étudiants qui ont travaillé la question et qui ne débarquent pas sur les problèmes. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest, puisqu'elles sont à la fois pour vous et pour eux, et puis pour nous tous. Alors, bonjour Pierre Singarilou, merci de nous avoir rejoints. D'abord, vous êtes chez vous à Bordeaux, vous avez un ancrage fort à Bordeaux. Je viens d'ailleurs d'apercevoir votre papa qui est ici présent, voilà, que j'ai bien connu à l'époque où il dirigeait une université à Bordeaux. Voilà, donc je suis ravi qu'il puisse assister à votre grand oral. Je sais que votre maman aurait bien aimé être là, et en tout cas, elle est avec nous par le cœur. Bordeaux, donc vous connaissez bien puisque vous êtes né ici en 1977. Vous avez grandi en partie à Bordeaux. Vous avez fait un petit détour par la Guadeloupe, je crois, lorsque vous étiez tout petit. Alors, vous vous souvenez sans doute pas de la Guadeloupe très très bien à cette époque-là, donc dans les années 70-80. Mais néanmoins, c'était peut-être votre premier bain de culture créole, peut-être un petit peu connecté avec ce que vous êtes devenu par la suite. Vous êtes français par votre maman, vous êtes indien par votre papa. Votre patronyme l'indique bien. Votre papa, donc, qui est originaire de Pondichéry, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc Pondichéry, qui était du temps de l'époque coloniale, donc un comptoir français de l'Inde. Il y en a 4 autres, je les cite pour mémoire: Chandernagore, Karikal, Yanaon et Mahé. Voilà, c'est des noms qui sonnent aux oreilles de quelques-uns. Vous avez une sœur en plus à Bordeaux qui exerce le métier d'anthropologue. Voilà, donc votre ancrage à Bordeaux extrêmement fort. Alors, vous êtes un historien, donc vous êtes agrégé, bien entendu, agrégé d'histoire, ça va de soi. Donc vous enseignez à la fois à Paris et à Londres. Alors c'est important, vous en parlerez, puisque vous êtes à la fois professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et puis aussi au King's College de Londres. Voilà, ça présente une importance pour ce qui est de l'histoire que vous pratiquez, puisque vous pratiquez l'histoire comparative, l'histoire aussi transnationale, on va en parler beaucoup. Vous avez fait des études d'histoire. Votre père, je ne l'ai pas dit, était géographe. Donc il exerçait une autre profession, mais en fait, c'était un géographe qui aimait vraiment faire aussi à sa façon de la comparaison et du transdisciplinaire, puisqu'il était à la fois, il s'intéressait à la sociologie, à la démographie, à l'histoire aussi. Donc voilà, donc vous avez peut-être puisé chez lui quelques intérêts, quelques leçons. Vous avez donc effectué vos classes préparatoires à Paris. Vous êtes allé à la Sorbonne. Et là, vous avez fait une rencontre très importante. Vous avez rencontré un historien qui s'appelait Christophe Charles. Christophe Charles, c'était un historien promoteur d'une histoire dite comparée, donc une histoire qui vous... Il est encore, bon pardon, excusez-moi, je parle comme si je parlais d'une époque, oui, parce que vous êtes né en 77, ce qui fait que, voilà, c'est le privilège de l'âge. Voilà. Donc Christophe Charles. Alors Christophe Charles est d'autant plus important je crois que c'est lui qui a dirigé votre thèse. C'est ça, il a dirigé votre thèse. C'était une thèse qui était consacrée aux sciences coloniales sous la Troisième République.
Alors, donc cette rencontre a été fondamentale pour vous. Il y a une autre chose qui a été très importante pour vous, c'est que vous avez consulté un jour, vous êtes tombé sur, je ne sais pas dans quelles circonstances, vous êtes tombé sur le fond le fond documentaire de l'école française d'Extrême-Orient. C'est une école comme il en existe un certain nombre. La France a bien fait ces choses-là. Et en 1900, elle avait créé, donc en Indochine, je pense que c'était à Saigon, une école française d'Extrême-Orient. Donc les archives ont été rapatriées probablement donc après la décolonisation donc à Paris. Et vous avez plongé là-dedans avec délice. Et là, vous avez découvert des documents sur l'Inde, sur la Chine, sur l'Indonésie, sur le Japon. Enfin voilà, vous avez plongé là-dedans avec bonheur. Et ça, peut-être sans doute, vous nous direz, jouer un petit rôle dans le choix que vous avez fait de vous intéresser à l'histoire coloniale. Voilà, puisque c'est un peu votre spécialité. Bon, c'est pas la seule, mais enfin bon, on va surtout parler de ça. Vous avez donc, je dirais, opté pour rentrer dans cette grande mouvance qui aujourd'hui est importante. Des dizaines d'historiens et d'historiennes qui font ce qu'on appelle de l'histoire globale ou mondiale ou partagée. Voilà. Donc il y a beaucoup de termes qui circulent. Il faudra un petit peu faire un peu le tri, dire ce qui est important, dire ce qui réunit tout ça. Vous avez donc mené de nombreuses recherches donc, dans le domaine de l'histoire coloniale, non seulement française, mais britannique, et puis plus largement, donc vous êtes parti un peu sur tous les terrains pour essayer de dresser des comparaisons, et puis montrer que l'histoire coloniale n'est pas une histoire à sens unique, mais est une histoire aussi, une histoire partagée, où il faut restaurer, restituer l'œil des peuples qui ont été colonisés, et qui bien sûr ont des choses à dire sur ce que fut l'épopée ou l'histoire coloniale. L'épopée, pour certains, peut-être le drame aussi, colonial. Donc vous faites des livres, vous faites des documentaires, vous donnez des conférences, vous aimez bien vulgariser votre savoir, donc non seulement auprès de vos étudiants, mais auprès du grand public, par des documentaires, je viens de le dire, et donc beaucoup d'ouvrages. Des ouvrages, donc, alors je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Le dernier en date, donc c'est un livre qui s'appelle Les Mondes d'Orsay, le Monde d'Orsay qui est donc le musée d'Orsay. Donc vous offrez peut-être une lecture, alors je ne l'ai pas lu celui-là, hein, une lecture mondiale donc, des collections du musée d'Orsay. Juste avant, vous avez fait le Magasin du Monde qui est une histoire de la mondialisation à travers des objets. Alors vous l'avez fait, c'est important pour le public ici présent, vous l'avez fait avec Sylvain Venère, donc cet historien grenoblois qui nous a donné cette excellente conférence inaugurale que vous avez ratée, hein, Pierre Singavélo, mais vous avez dû en avoir des échos. Voilà, très bien, parce il a été très applaudi. Jusqu'à Londres, voilà. Donc vous avez entendu parler de cette conférence. Avec Sylvain Venère, vous avez fait ce Magasin du Monde. Vous avez aussi été coordinateur d'une importante histoire mondiale de la France, qui est sorti en 2017. Alors c'est Patrick Boucheron, le grand historien Patrick Boucheron, qui a mis sa signature en haut du livre, mais en fait il y avait des coordonnateurs, donc vous faites partie des coordonnateurs de cette grosse histoire mondiale qui a consisté quand même à offrir sur l'histoire de France un regard un peu décalé, à travers une chronologie, mais une chronologie décalée, alors vous y trouvez pas 1515, 1789, mais vous y trouvez d'autres dates plus inattendues qui permettent de dresser une histoire de France en connexion avec le reste du monde. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez fait une histoire, un monde vu d'Asie en 2018. Vous avez dirigé en 2013 donc, une somme sur les empires coloniaux au 19e et au 20e siècle. Et puis, j'ai eu le bonheur de me faire offrir par votre propre mère, en 2017, le livre Tianjin Cosmopolis, qui est une histoire de la mondialisation à travers le cas de la ville chinoise de Tianjin, qui est le port de Pékin, qui est une ville à 120 km de Pékin. Donc vous avez dressé une sorte de monographie, et à travers cette monographie, vous avez montré donc un pan de la mondialisation. Voilà. Donc j'ai été trop long. Je voudrais donc vous présenter donc, les deux étudiants, donc Pauline à ma gauche et Florian à ma droite, qui vont commencer à vous cuisiner. Donc là, avec des questions faciles au départ. Hein. On commence toujours par des questions faciles sur la personnalité qui est la vôtre, personnalité complexe, voilà, sur laquelle nous avons de la curiosité. Voilà. Donc vous êtes partagé les questions, les jeunes, donc allez-y. Donc oui, dans un premier temps, on s'est posé des questions biographiques. Vous avez grandi dans une culture franco-indienne. Cette double culture permet-elle d'avoir une perspective particulière sur l'histoire ? L'étude de l'histoire de façon transnationale est-elle ainsi une recherche de vos propres racines globales ?
Oula, ça commence fort. Merci, merci Christophe déjà pour cette présentation qui est vraiment quasi exhaustive, donc je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir dire de plus. Bon, on arrête tout. Mais donc alors on commence par cette question des origines. Alors ça me renvoie en fait à mon enfance où on me posait très souvent, enfance, adolescence, cette question des origines. D'où est-ce que tu viens? Quelles sont tes origines? Et en fait, moi, invariablement, je répondais toujours la même chose. Je disais, je suis Gradignanais. Donc Gradignan, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est le bled d'à côté, à quelques encablures d'ici. Et donc, je répondais, je suis Gradignanais, sans vraiment y voir malice, parce que pour moi, c'était un petit peu, c'était naturel en fait. Hein. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que en fait, j'ai gardé cette idée-là, en fait, m'a un petit peu habité jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que en fait, on est un peu né ici ou ailleurs par hasard, que c'est totalement contingent. Et que dans la mesure où les origines et donc de facto l'identité qu'on se construit, alors là on parle d'identité dite ethnique parce que vous auriez pu commencer l'entretien en me disant par exemple ce qui m'aurait tout aussi intéressé, alors Pierre Singarelli, vous êtes asthmatique, en quoi est-ce que votre maladie a influencé votre vision du monde et votre travail? Et c'était tout aussi pertinent. Vous auriez pu me dire, vous êtes gaucher, alors en quoi est-ce que ça peut déterminer votre vision du monde? Et ces deux dimensions me paraissent très importantes, moi, dans mon rapport au monde. Tout autant que ces origines-là. Alors, cette question, je vous dis, depuis tout petit, je me dis, oui, après tout, je suis gradignanais, j'aurais pu naître ailleurs. Et c'est en fait, je pense que c'est un point qui est à la fois anecdotique et puis qui est fondamental. Alors qui est fondamental parce qu'évidemment aujourd'hui, ça vous a pas échappé, il y a une crispation identitaire qui fait qu'on vous assigne des identités, que parfois on se fantasme nous-mêmes des identités, voilà. Bon, et que je pense que pour réfléchir, alors le but de la fonction de l'intellectuel, c'est de réfléchir un petit peu, mais disons que tout le monde doit un petit peu essayer de réfléchir. L'idée, c'est de prendre un peu de distance avec l'identité qu'on nous assigne ou celle qu'on se fantasme, et donc d'essayer de penser depuis un peu ailleurs, depuis à côté. Et donc c'est un romancier qui s'appelle Musil qui dit qu'en fait, il faut adopter une forme d'extraterritorialité par rapport à soi-même, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que les origines franco-indiennes, elles sont là, mais elles sont là en fait de manière très discrète d'abord, au point que je dis non, moi je dis rien, je dis pas non, je dis je suis gradignanais, parce que ça se fait de manière extrêmement subtile. C'est-à-dire que mon enfance, elle est faite des odeurs du curcuma de la cuisine de mon père. Le curcuma, cette épice qui constitue le curry. Elle est faite des sons, de la musique indienne, de la sitar, des tablas. Elle est faite du Mahabharata, qui est cette grande épopée indienne que je découvre dans des bandes dessinées que j'arrive pas à décrypter parce qu'elles sont en anglais, donc je suis tout petit, donc je regarde les images. Et puis en même temps, elle est faite de l'endroit où je vis, c'est-à-dire des huîtres que je dévore, du vin des Graves, du château de la Brède et de Montesquieu, enfin de tout ce que vous connaissez. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'en fait, c'est d'une grande banalité. Parce qu'en fait, chacun d'entre vous pourrait raconter exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous soyez du Pays Basque, du Pays d'Ogon, du Béarn. Voilà, mon grand-père était béarnais. Et donc là, quand je vous parle de ça, j'entends son accent béarnais qui chante dans mon oreille. Eh bien, chacun d'entre nous se construit une identité qui est différente. Et on est bien loin, là, de l'identité nationale, en fait. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui... je m'adresse à vous en fait, pour qui l'identité nationale est quelque chose d'assez abstrait, parce qu'on est dans une espèce d'identité 2.0 où évidemment vous avez accès à tant de choses et vous êtes capable, chacun d'entre vous, de construire cette identité qui est forcément plurielle. Donc, tout ça pour répondre, je vais boucler pour répondre à votre question en disant que cette culture franco-indienne, forcément, elle a suscité un rapport au monde un peu particulier, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et qu'elle a peut-être,
elle m'a peut-être invité à revisiter l'histoire coloniale de manière un peu différente. Donc en 2 mots, peut-être pour résumer cela, c'est-à-dire que là encore, depuis, alors non pas que je suis petit, parce que quand j'étais petit, je ne m'intéressais pas à l'histoire coloniale, mais disons dès l'adolescence, à 16 ans, 17 ans, quand je commence à m'y intéresser, je me dis qu'en fait, on ne peut pas être des espèces d'experts comptables de la colonisation lorsqu'on est soi-même issu de la colonisation, de la rencontre coloniale. Et en sachant qu'on est un peu tous issus de la rencontre coloniale, d'un côté, de l'autre, ou alors même des 2 côtés. Et donc, on ne peut pas se contenter de faire une espèce de bilan positif ou négatif de l'héritage colonial. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé plutôt que de s'évertuer à vouloir absolument porter un jugement positif ou négatif. Pauline ? Pensez-vous vous inscrire d'une certaine manière dans la continuité du travail de votre père, qui est docteur en géographie, dans les méthodes et la façon dont vous pratiquez l'histoire? Oula, alors merci pour cette question, parce que... Vous êtes content quand vous parle de votre père? Alors, je dois vous avouer que là, pour moi, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Donc, je vous remercie de me la poser. Et en fait, soit par ingratitude, soit par pudeur, je n'ai jamais fait référence aux travaux de mon père dans mes propres recherches. Donc, je ne trancherai pas aujourd'hui la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, mais en revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est que oui, en effet, son travail m'a forcément influencé. Il m'a forcément influencé. Alors, en quel point il a pu m'influencer? Je dirais d'abord parce qu'il fait partie d'une génération qui, donc, dans les années 60-70, ce travail sur le terrain, que ce soit le Limousin, les Antilles, l'Inde, l'Afrique subsaharienne, et passe des années et des années sur le terrain pour écrire des thèses de doctorat d'État, ce qui a disparu, c'est-à-dire qu'on pouvait rédiger des thèses de plusieurs milliers de pages pendant 10 ans de recherche. Bon. Donc ça a déjà disparu. Donc c'est un travail en intensité et sur une longue durée qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ça serait totalement, à l'ère de l'instantanéité, évidemment, ça paraît totalement inconcevable. Deuxièmement, c'est, Christophe Lucet l'a dit, c'est quelqu'un, donc mon père, qui pratique l'interdisciplinarité, et très tôt. C'est-à-dire que c'est une thèse de géographie qui est une thèse, en fait, de sciences sociales, je dirais globale, c'est-à-dire qu'il choisit un sujet, les Indiens dans l'espace caribéen, c'est-à-dire toutes les populations d'origine indienne qui ont été transportées comme coulis, comme engagés pour travailler dans toutes les Caraïbes. Donc c'est un sujet énorme, donc il fallait au moins une dizaine d'années de travail pour le couvrir. Mais c'est un sujet donc de géographie, mais qui mobilise tout autant l'histoire, l'anthropologie, l'économie, les sciences politiques, etc. Et puis, donc ça forcément, moi, mon père, il se présentait, enfin on le présentait comme géographe, mais en réalité, il n'était pas plus géographe que, je dirais, qui s'intéressait aux autres sciences humaines. Et puis, peut-être l'autre point très important, eh bien, c'est son appétence précisément pour ces sujets globaux avant l'heure. C'est-à-dire que l'histoire mondiale, vous l'avez dit Christophe, on peut dire que c'est une mode aussi, historiographique, c'est une tendance historiographique, pour être plus objectif, récente, à partir du tournant des années 2000. Il se trouve que là, eh bien, avec d'autres, mais c'est l'un des premiers dans sa génération, eh bien, il travaille sur une diaspora. Une diaspora, et donc une diaspora mondiale, la diaspora des Indiens outre-mer. Il y en a eu beaucoup, des millions en Asie, et c'est l'un des premiers à s'intéresser à cette diaspora dans la Caraïbe. Donc là, évidemment, c'est intéressant parce que vous me posez une question, encore une fois, je n'ai jamais fait référence à son travail explicitement, mais je vois bien qu'il m'a forcément beaucoup inspiré. Bon, il y a un scoop déjà, un premier scoop donc aux rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, troisième question. Pensez-vous que le passé colonial lié à vos origines vous rend plus légitime à parler de décolonialisme? Alors, je ne parle pas de décolonialisme, je ne me reconnais pas dans l'étiquette décoloniale. Donc, déjà, ça c'est un premier point.
Mais peut-être que l'autre dimension de la question que vous posez, c'est est-ce que le fait d'être un dépositaire ou un héritier de cette histoire me donne plus de légitimité pour parler de la colonisation et de la décolonisation? Je vais vous répondre franchement, pas du tout, je ne crois pas. Sûrement pas, en fait. Sûrement pas. Et je pense que ça, c'est un point fondamental qui est au cœur, en fait, du travail de recherche. On n'a pas besoin d'avoir un lien direct avec son objet d'étude. Ça, c'est évidemment, ça serait la fin, si je puis dire, ça serait la fin de la pensée, en fait. Donc c'est quand même pour le coup, là c'est très dangereux. Enfin, je vois bien le sens de votre question. Ça serait très dangereux de raisonner ainsi. Et ce qui importe en fait, c'est de faire une forme de réflexivité, c'est-à-dire de prendre pour objet la relation que l'on a avec son objet. C'est-à-dire de réfléchir à la relation que l'on entretient avec son objet d'étude. Et donc là, que l'on soit enfant, je sais pas moi, petit-fils de Pieds-Noirs, donc de colons en Algérie, petit-fils d'Algériens musulmans, je sais pas moi, fils de Pondichériens ou je sais pas moi, Norvégien, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience du lieu d'où on parle. Hein, et de cette distance que l'on a, de cette proximité ou pas que l'on a avec le sujet. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui vous permet d'essayer d'être honnête et d'atteindre une forme d'objectivité. Et l'objectivité, évidemment, n'existe pas. L'objectivité totale n'existe jamais en sciences sociales. Hein. Mais cette réflexivité-là, elle est indispensable pour pouvoir proposer des interprétations honnêtes. Merci de cette réponse rationnelle. Quatrième question. Alors, je ne sais pas si on va peut-être passer directement à celle d'après, comme on avait dit. Hein. Dans une interview, vous avez déclaré « Les universités n'intéressent pas les élites politiques et économiques françaises qui n'en sont pas issues et qui prennent soin de ne pas y envoyer leurs enfants. En France, vous n'enseignez pas dans une grande école, mais à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Est-ce un choix par conviction ? Alors, c'est vrai, quoi. Pourquoi vous enseignez pas à l'ENA ou à l'école des hautes études en sciences sociales Non, je suis très heureux d'enseigner à la Sorbonne. Il se trouve que là, je vais quand même défendre mes collègues de la Sorbonne. Ils sont nombreux à participer au festival de Pessac. Il se trouve que c'est par la taille le plus grand département d'histoire de France. Je dis bien par la taille, hein, le nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants-chercheurs. Et donc, c'est un vrai plaisir et c'est un honneur aussi de pouvoir y enseigner. Bon, mais ce que j'entends dans votre question, c'est évidemment le rapport des élites françaises avec l'enseignement supérieur et avec les universités. Et je suis persuadé qu'en effet, les élites françaises ignorent quasiment tout. Alors quand je dis les élites françaises, c'est trop général. Les élites politiques, économiques et administratives ignorent tout, ou presque tout, des universités, je dis bien des universités, parce que précisément, elles ne sont pas passées par les universités, elles sont passées pour la plupart par les grandes écoles, et qu'elles prennent soin de ne pas envoyer leurs enfants dans les universités, à l'exception des facultés de droit et de médecine, hein, qui sont à part dans l'enseignement supérieur français. Donc évidemment que c'est un problème parce que pour moi ça explique très concrètement pourquoi les universités sont le parent pauvre de l'enseignement supérieur, pourquoi il y a un sous-investissement chronique et pourquoi le danger vraiment maintenant aujourd'hui est réel. C'est un danger, je crois que c'est un danger pour la jeunesse de notre pays. Vous êtes tous les deux élèves dans une grande école. Ça pose le problème évidemment de la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que on vous a, et je suis passé par là parce que j'ai fait Sciences Po aussi. Vous avez fait les classes prépa aussi. Hein. Oui. Et donc à Sciences Po Paris, à l'époque, quand on vous accueillait, on vous faisait comprendre que vous étiez la crème de la crème. C'est sans doute ce qu'on vous a dit un petit peu lorsque vous êtes arrivé à Sciences Po Bordeaux. Le problème, c'est que c'est faux. C'est faux au sens... Mais alors pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce qu'en fait, il y a un problème démocratique. Parce que
le problème, c'est que les élèves des grandes écoles en France sont recrutés au sein d'une poignée d'écoles maternelles. C'est-à-dire que sociologiquement, tout est quasiment joué à l'avance. Il y a très peu de miraculés sociaux, c'est-à-dire d'enfants, de maternelles, des quartiers populaires qui vont accéder à Sciences Po Paris, mis à part par le dispositif spécifique, à l'ENA, alors là c'est inutile d'en parler, et l'école polytechnique aussi. Et l'ENS, évidemment, ou le capital culturel, est encore plus déterminant qu'à l'école polytechnique. Donc, ça veut dire que, en fait, pourquoi vous n'êtes pas la crème de la crème? Parce qu'en fait, la compétition, elle est faussée. Vous êtes recrutés, nous sommes recrutés, je me mets dedans, nous sommes recrutés dans un réservoir qui est extrêmement restreint, et l'immense majorité de la jeunesse de ce pays est exclue de la compétition. Elle est exclue de cette compétition. Et donc, là, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'une immense violence, et que ça induit une frustration sociale qui, me semble-t-il, est mortelle. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement dangereuse. Hein. Elle est dangereuse pour l'avenir de notre pays. Et il faut absolument que les élites, les gouvernants, prennent conscience de cela. Alors, je n'ai pas de réponse du tout à ça. Mais ça passe évidemment par voilà, une nouvelle forme de démocratisation de l'enseignement supérieur, une meilleure articulation entre les grandes écoles et l'université. Et alors non seulement je n'ai pas de solution toute faite, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Il faut, je crois, écouter les étudiants et les enseignants qui ont souvent de très bonnes idées et qu'on n'entend pas du tout. Et la dernière chose peut-être, c'est je pense qu'il faut vraiment réinventer un modèle. C'est-à-dire que je pense pas du tout que la solution proviennent du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que j'enseigne dans une grande université. D'ailleurs, les grandes universités anglaises, Cambridge, Oxford, on dit que c'est des universités, mais c'est des grandes écoles en réalité. C'est un petit peu le même fonctionnement, oui, extrêmement sélectif, avec maintenant de plus en plus évidemment de sélection sur dossier, et c'est toute l'ambiguïté. Et en fait, ça ne constitue pas un modèle de démocratisation et pas non plus un modèle méritocratique, parce qu'au fond du problème, il y a ça, il y a la légitimité de l'enseignement supérieur. Et au fondement même de notre système, il y a le principe méritocratique. Et le problème, c'est que ce principe méritocratique, il est bafoué, et il est même bafoué aux États-Unis, vers lesquels on regarde, dans la plus grande et la plus célèbre et la plus prestigieuse université du monde, Harvard. Harvard, je vous dis ça parce que je lisais ça cette semaine, vient de paraître, et j'arrêterai là, vient de paraître un rapport sur la sélection des élèves à Harvard. Alors Harvard, je vous le rappelle, c'est quand même la, soi-disant, meilleure université du monde. Et ce rapport nous explique, ce rapport très sérieux, nous explique que 75% des élèves d'Harvard ne sont pas recrutés sur la base du mérite. Vous entendez bien, 75% des étudiants d'Harvard ne sont pas recrutés sur la base du mérite. Ça veut dire quoi? Alors là, ça nous renvoie évidemment à Sciences Po, à tout le reste, parce que la même question se pose sur Sciences Po avec le recrutement sur dossier. Parce que le recrutement sur dossier, évidemment, le principe c'est de dire on va élargir sociologiquement, mais en fait on se rend compte que c'est une manière de recruter évidemment aussi les mêmes, les enfants de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. Et donc à Harvard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se rend compte que ces 75% d'étudiants, ce sont soit des athlètes, qui contournent évidemment la sélection scolaire, soit des enfants de donateurs, vous imaginez, de donateurs de millions, de centaines de milliers de dollars à l'université, soit des enfants de profs de Harvard, parce qu'en fait, on veut être prof à Harvard, je vous donne un scoop, beaucoup, parce qu'on peut scolariser ses enfants dans l'université, automatiquement, soit des enfants d'anciens d'Harvard, parce que dans les dossiers, c'est déterminant d'avoir papa ou maman qui a fait la même université. Donc vous voyez, ça veut dire que là, pour le coup, il faut tout revoir, il faut tout remettre à plat, et c'est très important parce que là, il s'agit de notre avenir, en fait. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Avec on a encore 2 questions sur ce thème, peut-être des réponses un peu ramassées. Non, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Merci. Florian, allez. Vous transmettez l'histoire massivement grâce à vos interventions dans les médias sur des sujets non seulement historiques, mais également actuels et parfois controversés. Comment vous positionnez-vous par rapport au terme d'intellectuel médiatique qui est utilisé pour vous définir? En quoi ce mode de transmission est-il nécessaire selon vous?
Pourquoi vous êtes là Merci. ce soir? Merci. Alors j'espère que personne n'utilise le terme d'intellectuel médiatique pour me définir. Pourquoi? Parce que en fait, intellectuel médiatique, c'est le contraire de ce que nous, les historiens, les sociologues, les anthropologues, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, d'ailleurs qui viennent régulièrement dans ce festival, entendent faire. Les intellectuels médiatiques, ça a une histoire en fait. C'est apparu, vous vous en souvenez sans doute, dans les années 1970 avec les nouveaux philosophes, BHL, Finkielkraut, Bruckner, etc. Et donc en fait, ces intellectuels médiatiques, ils se diffèrent en tout point des universitaires ou des enseignants-chercheurs. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, un enseignant-chercheur, il trouve sa légitimité dans son parcours, on l'a dit, vous connaissez ça par cœur, son parcours universitaire, mais aussi ses recherches, ses travaux. Et ces travaux sont censés être validés par les pairs, selon des méthodes qui sont éprouvées en France, à l'étranger, donc on peut vérifier ça collectivement. Voilà. L'intellectuel médiatique, lui, au contraire, il trouve sa légitimité dans quoi? Dans la médiatisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tautologie. Et donc, enfin, c'est aussi fondé sur ses lectures, sur une profondeur quand même. Pour les meilleurs d'entre eux. Alors, ça peut être le cas, évidemment, ça peut être le cas. Mais disons que là je parle d'un point de vue structural. C'est-à-dire que si on compare vraiment les deux groupes, évidemment, il y a des gens très bien chez les intellectuels médiatiques, très sympathiques. Non, mais surtout très, très bons, quoi. Alors, très bon, là, on peut en discuter, je sais pas, Christophe. Vous en avez cité 3, mais il y en a d'autres. Enfin voilà, c'est pas forcément une insulte. Non, bien sûr, mais voilà. Simplement, quand même, il faut préciser cela parce que c'est pas quelque chose d'anecdotique. Ça nous conduit un peu là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que Éric Zemmour, par exemple, est un intellectuel médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce sont l'autre dimension de ces intellectuels médiatiques, c'est qu'en fait, ils sont plus connus par leur personnalité que par leur œuvre. Donc on va s'attacher, confère Paris Match, à leurs histoires d'amour. Vous serez bien en peine de me citer des ouvrages d'Alain Finkielkraut, par exemple. Vous allez me dire, là je vais un peu loin, là. Je vais un peu loin. Voilà. Franchement. Non, je vous sens un peu peiné. Mais vous savez qu'il a été alors Christophe, il était ici alors, même. Christophe, nous l'avons invité il y a 2 ans aux rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Alors Christophe, ça a été formidable. Oui. Alors Christophe, je vais vous dire, peut-être pour essayer de vous convaincre, la dernière caractéristique des intellectuels médiatiques, et ça, si vous voulez, moi, ça me pose problème, c'est qu'en fait, ce sont des toutologues, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de tout et donc de rien. Ils n'ont pas de spécialité, ils n'ont pas de domaine de compétences spécifique, et donc là, vous me l'accorderez que évidemment, ça pose problème dans le débat public, parce qu'on les entend parler de tout et n'importe quoi. Ça, vous me l'accordez ou pas Moi, mon grand-père, qui était très savant, me disait « Je suis spécialiste des idées générales ». Mais pourtant, il était excellent sur les sujets qu'il connaissait bien. C'est vrai, mais votre grand-père ne monopolisait pas peut-être la parole publique et les chaînes de télévision. Non. Voilà, c'est ça. Ça aurait été bien, d'ailleurs. Bon, dernière question sur ce thème. Parce qu'il est déjà 17h03. Allez. Récemment, vous avez publié le livre Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, avec Sylvain Venner. Ainsi, vous avez retracé les origines des objets pour en synthétiser l'histoire mondiale. Avez-vous un lien personnel à quelques objets traités ? Comme par exemple la planche de surf. Oh là là, vous avez écrit sur la planche de surf. Non mais c'est une excellente question. Alors là, vous savez, là je suis un peu bluffé parce que pourquoi est-ce que je suis bluffé? Parce que j'ai fait comme on dit la promo. Alors vous allez m'envoyer intellectuel médiatique, pas du tout. Parce que c'était la promo d'un livre évidemment spécifique et d'une recherche. Et donc en fait, j'ai fait beaucoup d'interviews avec Sylvain Venner justement, d'entretiens, etc. Et on ne m'a jamais posé cette question. Qui est pourtant fondamentale parce que... c'est la deuxième fois là ce soir. Mais oui, mais parce qu'elle est fondamentale cette question, parce que justement, nous entendons à travers cette histoire du magasin du monde, des histoires de la mondialisation à travers les objets, proposer une approche par le bas, donc une approche incarnée de la mondialisation, et donc notamment en essayant de montrer comment cette mondialisation parfois peut s'insérer dans la sphère la plus intime. Et donc là, évidemment, vous posez la question du lien, pourquoi pas intime, avec certains objets. La planche de surf, oui. Il y a un lien, c'est mon incapacité
à pratiquer convenablement le surf. En fait, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, finalement. C'est incroyable, quand même. Mais si, mais non, c'est... Vous avez beaucoup étudié. Non, c'est bien vu. Non, je dirais plutôt que je suis assez modeste et que j'essaie de pratiquer le surf, que je suis très très loin du niveau d'un Kelly Slater, d'un grand surfeur, mais que voilà, évidemment cette pratique en amateur m'a conduit évidemment à m'intéresser à cet objet qui, en 2 mots, parce que c'est pas la question que vous me posez, mais c'est un objet qui évidemment est devenu un objet identitaire de la région aquitaine, des Landes, du Pays Basque, évidemment, puisque le surf a été introduit en Europe par des Américains installés pour faire un film d'ailleurs, pour tourner un film dans les années 50 à Biarritz. Donc là arrive la première planche de surf, et puis les Biarros, en regardant ces 2 huluberlus états-uniens faire du surf sur la plage de Biarritz, eh bien, adoptent progressivement cette pratique. Et donc cette pratique, en fait, elle vient de très très loin. C'est une affaire très sérieuse. C'est une pratique qui n'est pas sportive à l'origine, c'est une pratique politique. Les aristocrates hawaïens et polynésiens, depuis au moins 1500 ans, surfent les vagues sur des planches qui sont d'ailleurs plus ou moins longues en fonction de votre dignité. Et ils surfent les vagues pour régler leurs problèmes politiques. Les plus gros rouleaux, seuls le roi et les princes peuvent les emprunter. C'est là aussi qu'on va courtiser sa future compagne ou son futur compagnon. C'est aussi sur la plage, en allant surfer ou en revenant du surf, qu'on pratique les rites religieux. Donc en fait, le surf est à l'origine une affaire extrêmement sérieuse dans les sociétés polynésiennes. Merci beaucoup Pierre Singaravelou. Alors Pauline et Florian, vous allez regagner les stands. Et puis j'appelle Zoé et Paul. Pendant que Zoé et Paul nous rejoignent, je tiens à dire que ce livre sur le magasin du Monde est délicieux. Alors là, c'est tous les articles dont c'est court. D'abord, on peut piocher là-dedans à foison. Et puis alors, les objets les plus inattendus nous racontent l'histoire de la mondialisation. Je renvoie vraiment tous nos auditeurs à ce livre. Voilà. Donc, on enchaîne avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Voilà, bonjour Zoé. Voilà, donc prenez vos micros. Donc vous allez donc à votre tour cuisiner notre invité sur la méthodologie, ces méthodes, la méthode historique, voilà, au sens large. Donc voilà, je ne sais pas qui pose la première. C'est Paul. Bonjour. Allez, Paul. Tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, l'historien est-il indispensable à la société et selon vous, est-il reconnu à sa juste valeur dans notre société ? Oula, alors, excellente question et une question massive. Alors, l'historien, alors, je dirais que les historiens et les historiens sont d'autant plus importants aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça rejoint ce qu'on disait sur nos amis, nos intellectuels médiatiques. Parce que les récits mensongers ont tendance à occuper de plus en plus de place dans le débat public. C'est-à-dire que, bon, vous êtes tous au courant, complotisme, les formes de populisme, le Trumpisme qu'on a vécu, les fake news, etc. Tout ça, eh bien, fait qu'il faut absolument rappeler le rôle des historiennes et des historiens. Et leur rôle, d'abord et avant tout, c'est de faire leur boulot, de faire leur métier. C'est pas forcément d'intervenir dans l'espace public, c'est de faire leur métier, et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire d'établir des faits. Donc c'est le contraire, évidemment, de ce qu'on vient de dire, de tous ces récits mensongers, d'établir des faits en travaillant sur des sources qui sont bien souvent des archives, à partir d'une méthodologie et d'un examen critique, vous connaissez ça par cœur, vous avez étudié tout ça, et en posant des questions spécifiques à ces sources, en sachant que ces questions sont toujours différentes en fonction de l'époque à laquelle nous vivons. Donc ça c'est très important. Les historiens et les historiennes sont indispensables pour cela, d'autant plus qu'en fait, on vit un moment particulier qui est en fait un moment, c'est l'historien François Hartog qui utilise un terme pour désigner ce moment, il appelle ça le présentisme.
le présentisme. C'est-à-dire l'obsession que nous avons tous collectivement pour le présent. Et d'une certaine manière, l'écrasement du passé, la crise du futur, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui c'est clair, hein, c'était déjà le cas avant le Covid-19, mais alors après le Covid-19, on a une incapacité individuelle et collective à se projeter dans l'avenir. Hein, et donc ce présentisme, il est d'autant plus fort aujourd'hui. Et les historiens et les historiennes, ils ont pour métier de penser le temps. Ce n'est pas du tout des gens qui établissent seulement des chronologies et puis les transmettent. Ce sont des spécialistes du temps, des temporalités, de ce qu'on appelle, nous, les historiens, les historicités, c'est-à-dire le rapport que nous entretenons au passé, au présent, au futur. Et ce rapport-là, cette historicité, en fait, elle varie dans le temps. C'est-à-dire que le rapport que nous avons au passé n'est pas le même que les hommes et les femmes du XVIIIe siècle, hein, pas du tout. Et donc, par exemple, au XVIIIe siècle, les hommes et les femmes, les habitants, les Européens notamment, étaient obsédés par le passé. C'est le passé qui dirigeait tout, qui commandait tout. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc les historiens et les historiennes, ils sont là aussi pour nous permettre de mieux comprendre notre rapport au temps. Et c'est là où ça devient très intéressant, et ça peut évidemment produire aussi une forme d'émancipation, c'est que cette connaissance du rapport au temps, elle nous offre une expérience extrêmement précieuse, qui est l'expérience de l'altérité. L'altérité. C'est en ça que l'histoire, elle ne peut pas être identitaire, c'est un contresens. L'histoire réflexive, elle est forcément portée vers la découverte de l'altérité. L'altérité, c'est pas forcément l'histoire des Japonais ou des habitants d'Afrique subsaharienne. L'altérité, c'est tout simplement l'histoire de nos grands-parents. Hein, c'est l'histoire de Pessac au XIXe siècle. Je vous assure que, évidemment, le monde social était très différent du nôtre. Hein, et c'est ça l'altérité. C'est cette différence-là qu'il faut aller chercher, étudier, appréhender et restituer. Voilà. Et donc, après, si vous voulez, le rôle de l'historien et son importance, il y a beaucoup d'autres fonctions de l'historien. Je vais peut-être m'arrêter là parce que vous êtes en train de plonger dans les archives de Gradignan en ce moment, c'est ça? Je pourrais. Vous pourriez, oui, hein. Oui, je pourrais. Ah, on l'attend, hein, celui-là. Hein. Alors, on va passer à la question d'après. Bonjour, donc vous venez d'évoquer le rôle de l'historien. Donc je vais continuer dans cette direction avec la question suivante, qui est: la vulgarisation historique est-elle selon vous un devoir du chercheur en histoire? Alors, je ne sais pas si c'est un devoir. Moi, j'aime pas le terme de vulgarisation. Ce qui est un devoir du chercheur, c'est le devoir de transmission. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des chercheurs qui sont beaucoup plus à l'aise dans la recherche que dans la transmission. Mais je suis persuadé que la recherche et la transmission sont quand même liées. Et qu'il vaut mieux essayer de les articuler. Je pense qu'il y a un grand besoin, vous dites vulgarisation, moi j'utiliserais le terme d'histoire publique. C'est-à-dire que, en fait, il faut pas se raconter d'histoire. Quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que les historiens, les historiennes se sentent menacés? Oui. C'est-à-dire que pas seulement les historiens et les historiennes, les philosophes, les sociologues, les sciences sociales, les professions intellectuelles en général, les journalistes, les écrivains, les romanciers, etc. On se sent un peu tous menacés. Et donc ça a une vertu, ça nous oblige à repenser notre rôle social. C'est-à-dire, bon, à quoi on sert, quoi. Bon. Et il me semble que le constat, et vous l'aurez fait en fait, hein, là c'est un truisme ce que je vais vous dire, mais en fait aujourd'hui, et vous allez me dire, vous allez me contredire ou pas, mais aujourd'hui la majeure partie des nouvelles générations, hein, c'est-à-dire des gens qui ont entre 5 ans et on va dire 30 ans, eh bien découvrent l'histoire en dehors des livres d'histoire, découvrent l'histoire en dehors des cours d'histoire. Ils découvrent l'histoire dans des films documentaires, des films de fiction. Ils découvrent l'histoire dans des bandes dessinées. Et puis ils découvrent l'histoire aussi majoritairement, ça va peut-être vous surprendre, pour ceux qui ont plus de 40 ans, dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est la première industrie culturelle mondiale. Avant le cinéma, avant la littérature. Bon. Donc en fait, on peut faire semblant de ne pas voir et dire, bon, ben, moi je vais me contenter d'écrire mes livres et mes articles, ou alors on peut dire, ben, moi, ça m'intéresse tout de même
qu'une plus grande partie de la population prenne connaissance de ce que nous faisons collectivement. Vous avez participé à la confection d'un jeu vidéo? Non, je n'ai pas participé à la confection des jeux vidéo et je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème, c'est que elles sont... alors pour l'instant, j'ai une toute petite expérience. Les jeux vidéo sont produits par des grandes boîtes, des multinationales, y compris françaises, et qui, en fait, pour l'instant, et je pense que ça va durer, souhaitent conserver la maîtrise du storytelling. Et donc moi, je ne veux pas être conseiller historique, c'est-à-dire proposer des notes qui seront ensuite utilisées comme ils le souhaitent. Dans leur la main sur le sérieux de la chose. Je veux être co-auteur, c'est-à-dire vraiment... Oui, bah oui. Voilà. Donc en fait, tout ça pour dire que comment on procède, eh bien, on sort des arènes académiques, on vient dans des festivals comme celui-là, à la rencontre des gens qui peuvent s'intéresser à l'histoire ou pas du tout, et au fond... Mais là, vous êtes presque dans une université ici. Hein. Ben oui, bien sûr. Historique, hein. Bien sûr. Et cinématographique. Oui. C'est hyper sérieux. Non, mais vous dites ça en blaguant, mais moi Non, j'en suis non, persuadé. je blague absolument pas. Si vous blaguez un peu trop, Ah, mais pas Christophe. du tout. Moi, j'en suis persuadé, Mais Christophe. c'est tout à fait vrai. Et donc, ça veut dire qu'il faut, quand on veut, c'est pas une obligation, chacun procède comme il l'entend, mais c'est pourquoi, et je trouve que voilà, c'est intéressant d'aller dans les musées pour faire des expositions, de faire des documentaires historiques lorsque c'est possible. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Le dernier point là-dessus qui me paraît intéressant, c'est pour ça que je ne veux pas parler de vulgarisation. Il me semble qu'il ne s'agit pas de la diffusion d'un savoir verticalement du haut vers le bas. Et ça, c'est très important, parce que les gens en ont marre de ça, de cette vision-là, et ça n'est pas comme ça que ça marche. Et moi, si je fais ça, si je participe à toutes ces aventures-là, c'est pas parce que j'ai l'impression que je prêche la bonne parole, c'est pas du tout ça. Moi, si vous voulez, c'est très égoïste de ma part, je fais ça parce que ça me fait avancer moi. C'est-à-dire que ça fait avancer mes propres recherches. Je vous donne peut-être un ou deux exemples. Quand je fais, par exemple, une exposition, je travaille de plus en plus avec les musées, et la première exposition que j'ai pu organiser était au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques à Paris. Et je leur ai proposé avec un collègue qui est géographe, qui s'appelle Fabrice Argounès, de faire une exposition sur les traditions cartographiques asiatiques. Alors vous voyez, encore un lien avec les travaux de mon père, que je n'ai pas explicité. Alors là, je fais mon coming out. Encore ce soir. Troisième fois. Et cette exposition, en fait, je suis allé voir la présidente du musée Guimet, à l'époque, en 2017-2016, et qui est encore présidente, Sophie Macariou, et je lui parle de cette proposition, c'est-à-dire montrer, en fait, toute une série de cartes. Vous voyez, des cartes topographiques, cartes géographiques, de l'Afghanistan jusqu'aux Philippines, en passant par l'Inde, la Corée, la Chine. Tous ces pays ont développé des traditions scientifiques, cartographiques extrêmement riches, diverses, qui n'ont rien à voir avec la tradition occidentale, mais qui sont tout aussi esthétiquement fascinantes et scientifiquement intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé voir Sophie Macariou, eh bien, elle a été intéressée. Et à la suite de cette proposition, on a découvert que dans les fonds même du musée Guimet, il y avait des séries extraordinaires de cartes coréennes, japonaises, même indiennes. Et en fait, ce projet d'histoire publique a permis donc de faire avancer la recherche. Pourquoi ? Bien parce que ces cartes n'étaient pas considérées jusque-là comme des œuvres d'art. Et comme on est dans un musée d'art, le musée Guimet, ils avaient rangé ces cartes dans leur réserve, un peu négligemment, et ils ne les avaient pas du tout étudiées jusque-là. Deuxième, peut-être, et dernier exemple rapidement, quand je fais le documentaire, la série pour Arte Décolonisation, vous en avez parlé très rapidement, Christophe, je propose d'inverser le regard, c'est-à-dire d'envisager cette histoire longue de la colonisation depuis le milieu du 19e jusqu'à nos jours, en adoptant le regard des principaux concernés, c'est-à-dire les colonisés, ces dizaines de millions de colonisés, qui ont eu des attitudes très diverses à l'égard de la colonisation. Et en fait, ça nous a permis de replonger dans les archives, de découvrir des documents sur l'histoire, par exemple, de la mine Sangor, de Marignan Giroux, c'est-à-dire de personnages qu'on ne connaissait pas bien et qu'on a pu documenter grâce à ce documentaire. Donc c'est très important de bien montrer l'articulation entre ce qu'on appelle parfois trop rapidement la vulgarisation et puis la recherche, en fait.
Hein, ce sont deux domaines qui peuvent être intimement liés. Merci. Donc, alors, Paul a une question sur l'Uchronie. Oui, donc pour revenir sur cette relation entre l'histoire et la fiction, vous lui donnez une importance particulière en faisant presque un outil méthodologique avec l'Uchronie, mais l'imagination n'affecte-t-elle pas la rigueur exigée par l'histoire ? En d'autres termes, comment une science peut-elle s'appuyer sur des éléments non factuels ? Voilà, c'est une question fondamentale que vous posez. Vous posez la question notamment du rôle de l'imagination dans l'histoire, et j'irai même plus loin, dans les sciences sociales. En fait, l'imagination joue un rôle central dans l'écriture de l'histoire. D'abord, l'histoire, c'est une connaissance trouée. C'est-à-dire qu'il y a plein de trous. Et donc, disons que la plupart du temps historique, en fait, est un trou. Et donc, en l'occurrence, on ne dispose pas forcément d'archives, d'informations pour combler ce trou dans les connaissances. Et donc, il faut mobiliser l'imagination. Et tous les historiens, y compris les plus positivistes, mobilisent l'imagination, sauf qu'ils ne le disent pas, ils ne l'assument pas. Et donc là, il y a un problème de réflexivité, parce que l'important, c'est de mobiliser l'imagination, mais de l'expliciter. Vous pouvez nous donner un petit exemple, de le dire. Nous donner un petit exemple. Par exemple, je sais pas, quand on étudie la vie quotidienne, vous savez, moi j'ai commencé à mes études d'histoire, c'était la grande époque au temps de la vie quotidienne des paysans au XVIIIe siècle. Hein. Bon, et donc il y a évidemment une histoire matérielle, de la culture matérielle qui permet de reconstituer cette histoire. Mais enfin, pour nous en dire plus sur la psychologie des paysans à cette époque, la manière dont ils utilisaient certains objets, leur vie sentimentale, etc. Évidemment que les historiens mobilisent l'imagination. L'autre point fondamental, c'est que l'histoire, et c'est très important de le comprendre, l'histoire se construit à partir d'hypothèses. L'histoire, ce n'est pas simplement la description, la transcription des archives. Hein, l'historien, l'historienne pose des questions aux archives. Hein, les archives, les faits ne sont pas donnés, on les construit. Donc on les construit à travers les questions qu'on leur pose. Et ces questions, ces hypothèses, évidemment, résultent de la mobilisation de l'imagination. Et donc, voilà, merci pour cette question, parce que ça replace l'imagination au cœur de la recherche en histoire et en sciences sociales. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Quentin Deluermoz dans cet ouvrage qui s'intitule « Pour une histoire des possibles », qui est une réflexion sur la méthode contrefactuelle en histoire, c'est précisément cela, c'est-à-dire de montrer comment le raisonnement contrefactuel est une espèce de couteau suisse pour l'histoire et les sciences sociales, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non. Alors le raisonnement contrefactuel, c'est quoi ? C'est imaginer ce qui se serait passé si on modifie un élément dans l'histoire. C'est un raisonnement que vous utilisez tous quotidiennement et qu'on utilise tous en réalité pour donner du sens à nos vies. Par exemple, demain, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire « mais c'est pas possible, si j'étais pas allé aujourd'hui au cinéma Jean Eustache, j'ignorerais encore tout de l'histoire contrefactuelle et de l'histoire des possibles. » Voyez, on ne prétend pas tout dire sur le sujet ce soir. Hein. Non, mais ça, j'ai compris votre message. Je suis trop long. C'est très subtil, mais j'ai compris. C'était pas ça le message. Mais c'est très important parce que ce raisonnement contrefactuel, en fait, est au fondement même de la pensée. La pensée au sens général du terme, c'est-à-dire la pensée, on appelle ça la pensée critique, mais enfin, c'est par exemple, au fond, la science sociale, on pourrait dire, le but de la science sociale, qui est forcément critique, pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue épistémologique, se donne pour objectif d'expliquer pourquoi le monde est ainsi et pas autrement. Et donc pour comprendre pourquoi le monde est ainsi et pas autrement, évidemment qu'on mobilise des centaines, des milliers, des millions de contrefactuels. Hein. Et donc ce contrefactuel, pour dire les choses très simplement, je vous disais, c'est un couteau suisse parce qu'il permet d'abord de hiérarchiser les causes. Les causes, c'est vraiment une tannée pour les historiens, ils essaient de mettre ça sous le tapis. Hein, et donc les philosophes nous rappellent bien souvent qu'il faut quand même qu'on pense la causalité, c'est pas très sérieux d'écrire des histoires sans cause. Ils ont pas tort, la causalité, l'imputation causale, c'est fondamental.
Et donc, c'est Max Weber qui nous dit ça très tôt, au début du XXe siècle. Il dit que le raisonnement contrefactuel, c'est la seule manière d'identifier les causes d'un phénomène. Donc, vous ferez l'expérience. Par exemple, c'est l'un des plus célèbres à avoir, enfin, le plus célèbre travail, l'un des premiers à avoir fait ça, c'est Robert Vogel, qui est prix Nobel d'économie, et qui, dans les années 1960, publie un travail sur l'histoire du chemin de fer aux États-Unis. Et il remet en question l'axiome de l'indispensabilité du chemin de fer dans la croissance des États-Unis. Ça veut dire quoi? Dans les années 60, tous les États-Uniens sont convaincus que le chemin de fer, c'était super important, déterminant, indispensable à la croissance des États-Unis, et que les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont à la fin du 19e sans les chemins de fer. Eh bien, Vogel, qui n'était pas encore prix Nobel d'économie, il dit « remplaçons le chemin de fer par un autre moyen de locomotion. Imaginons qu'au 19e siècle, eh bien, aux États-Unis, il n'y ait pas eu de chemin de fer, mais il y a eu simplement la navigation sur les canaux et les cours d'eau. Et donc, il fait toute une série de simulations contrefactuelles et il arrive au résultat qu'à la fin du 19e, la croissance aurait été à 2-3 points, quasiment la même. Bon, vous voyez ce type de raisonnement. L'autre vertu du contrefactuel, c'est de défataliser l'histoire. Défataliser l'histoire, c'est-à-dire de dire que l'histoire, elle n'est pas toujours jouée. C'est-à-dire, ça c'est un célèbre ouvrage de Mona Ozouf que je vous invite à lire, qui s'appelle Varennes, et qui étudie la fuite du roi Louis XVI à Varennes, en 1791. Déjà, la fuite à Varennes qu'on a tous appris à l'école, eh bien, c'est une formule contrefactuelle. C'est comme si le roi fuyait à Varennes. Il ne fuyait pas à Varennes, la fuite à Varennes. Il s'est fait arrêter par hasard, parce que par hasard, vers le plus grand des hasards, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu a reconnu son profil parce qu'il ressemblait au profil sur un écu. Vous imaginez le truc? Ça ne devait pas arriver, en fait. Donc, elle nous raconte cette histoire. Elle nous dit, mais en fait, ça ne devait pas arriver. Bon, c'est arrivé. Et qu'est-ce qui se serait passé si il n'avait pas été arrêté? Des troupes l'attendaient à la frontière. Des troupes, c'est-à-dire des troupes alliées, amies. Il serait revenu à Paris en force. Il aurait rétabli une monarchie, peut-être une monarchie constitutionnelle. Il y a plusieurs options. Mais enfin, il n'y aurait pas eu 1793, 1792, etc. Donc là, vous voyez, c'est une manière très intéressante de défataliser l'histoire. Et peut-être je m'arrête là parce que vous allez me dire que je suis long. Moi, je pourrais non, moi je vous écouterai pendant des heures. Merci Christophe. Ne m'encouragez pas non plus. Non, c'est pour les étudiants, ils ont des questions. Peut-être autre et dernière vertu du contrefactuel, qui a bien sûr plein de défauts. Il faut savoir l'utiliser et c'est pas évident. C'est que c'est une question, la question contrefactuelle, qui nous invite à retrouver les futurs craints et espérés par les hommes et les femmes du passé. C'est-à-dire de retrouver dans les archives la manière dont les hommes et les femmes du passé, au 19e, au 18e, dans l'Antiquité, eh bien, anticipaient le futur, craignaient ou espéraient un futur. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on se rend compte que ces futurs qui sont craints et espérés dans le passé eh bien, ont une influence sur la manière dont ces hommes et ces femmes ont agi effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que avec Quentin Deluermoz, on a mis en place un certain nombre d'ateliers d'histoire partagée. On n'a pas encore fait ça à Pessac, on le fera avec grand plaisir, où en fait on réunit comme ça des groupes au maximum 60 personnes parce qu'il faut qu'on puisse interagir, à qui on pose des questions contrefactuelles. Et si la traite atlantique des esclaves n'avait pas existé? Et si le roi avait réussi sa fuite à Varennes, etc. Et alors, ce qui est très déstabilisant pour nous, on en a organisé une dizaine un peu partout en France et à l'étranger, c'est qu'en fait, les gens, les participants de tous les âges, de 12 ans à 85 ans, eh bien, retrouvent de manière spontanée les principales hypothèses de l'historiographie la plus raffinée. C'est dingue. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez de côté l'érudition et qu'en fait, on est vraiment sur la réflexion, vous voyez, et que tout le monde est à égalité, parce que dans l'espace de la discussion contrefactuelle, on n'est ni dans le vrai ni dans le faux, on est dans l'espace de la discussion, vous voyez, de l'hypothèse. Et dans ce cas-là, si vous voulez, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Et donc, c'est vraiment une expérience intéressante pour démontrer un principe qui est un principe d'un pédagogue révolutionnaire de la Révolution française, du début du 19e siècle et de la fin du 18e, qui s'appelle Jacques Otto, et qui parlait de
d'égalité des intelligences. Et ça, c'est très important. C'est qu'en fait, si vous mettez de côté l'érudition et que vous adressez aux gens en leur posant de vraies questions, eh bien, ce principe d'égalité des intelligences, il est très déstabilisant parce qu'il oblige les profs et les dits sachants à se remettre en question. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors je vais passer la parole à Zoé, parce que là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Enfin, on est déjà au cœur du sujet. Oui, on était déjà au cœur du sujet. Mais là, c'est l'histoire transnationale. On vous attend sur ce sujet-là, forcément. Donc, attendez, je regarde ma pendule, parce qu'on a plein de questions pour vous. Hein. Donc là, il faudrait presque qu'on passe à la série d'après. Donc, on va vous demander peut-être de répondre de façon un petit peu compacte pour pouvoir laisser un peu de place au suivant. Donc, Zoé, vas-y, hein, sur l'histoire transnationale, c'est important. Vous nous avez parlé donc de l'Uchronie. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler de l'histoire transnationale et donc expliquer en quoi elle consiste et son intérêt dans la méthode de l'histoire? Oui, merci pour cette question. Alors, l'histoire transnationale, c'est un nouveau courant historiographique qui s'épanouit à partir de l'an 2000, on va dire, dans le cadre de cette histoire globale dont parlait Christophe Lucé, c'est-à-dire ces nouveaux courants qu'on appelle, il y a des querelles d'étiquettes, histoire impériale, une certaine forme d'histoire coloniale aussi, ou transcoloniale, histoire transatlantique, histoire globale, histoire mondiale, etc. Bon, alors il y a évidemment des nuances dans tous ces courants historiographiques, mais ils possèdent tous un point commun, c'est qu'ils insistent sur les relations entre les différentes parties du monde, les interactions entre ces différentes parties du monde, et ils invitent, en fait, ils nous invitent tous, autant que nous sommes, à nous émanciper de ce qui a marqué notre manière de voir le monde pendant toute la seconde moitié du 19e siècle et le 20e siècle. Cette manière de voir le monde, on a pu l'appeler le nationalisme méthodologique. Le nationalisme méthodologique, c'est une expression un peu barbare, mais qui désigne en fait un phénomène très simple, c'est que nous considérons, et c'est comme ça que moi j'ai appris l'histoire à l'école et même à l'université, en réalité, jusqu'à la fin du XXe siècle, nous considérons, et ça c'est vraiment quelque chose qui est partagé dans la plupart des universités du monde jusqu'à la fin du XXe siècle, que le cadre national, et notamment le cadre stato-national, le cadre de l'État-nation, est la bonne et le bon cadre d'entendement, de compréhension de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut, pour étudier des phénomènes, s'inscrire dans un cadre national. Alors, ça a produit des résultats qui sont extrêmement intéressants. Naturellement, l'idée n'est pas de dire que cette histoire dite nationale n'est pas du tout nationaliste. Hein. L'histoire nationale n'est pas pertinente, pas du tout. Il faut partir du principe qu'il n'existe pas d'échelle idéale en histoire, parce qu'en fait, on parle d'échelle nationale, transnationale. On parlait de l'histoire de Gradignan et de Pessac, c'est l'histoire locale. On parle de l'histoire de l'Aquitaine, c'est l'histoire régionale, l'histoire nationale de la France, l'histoire du continent européen, l'histoire mondiale, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'échelle idéale. Il n'y a pas d'échelle idéale qui totaliserait en fait tous les points de vue et qui nous permettrait, qui nous permettrait de dire bon ben voilà, cette échelle elle suffit. Moi c'est bon, je vous raconte l'histoire, ça s'est passé comme ça. Et ne cherchez pas ailleurs. Non, ça n'a pas de sens. En fait, l'histoire transnationale n'est pas supérieure à l'histoire nationale. Ça n'a pas de sens. Elle est complémentaire. Et l'histoire transnationale ne pourrait pas se développer sans précisément les historiographies nationales, qui, parce que non seulement elles sont complémentaires, mais si vous voulez, elles se remettent en question l'une l'autre. Hein. Elles se questionnent et donc elles se complètent, comme je l'ai dit. Et donc ça, c'est un point très important qui nous permet, par exemple, de mieux comprendre l'histoire nationale elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance est à l'histoire transnationale des nations. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'histoire mondiale de la France. Vous en avez parlé, Christophe, paru en 2017. C'est-à-dire montrer comment la France n'a jamais été un espèce d'isolat séparé du reste du monde. La France n'a cessé de dialoguer avec ses pays limitrophes, mais aussi des pays plus lointains. Et c'est cette histoire-là qu'il faut raconter pour comprendre la construction très lente et progressive de l'État-nation, c'est-à-dire notre histoire. Voilà.
Bon, c'est synthétique, mais bon, on pourrait évidemment, vous pourriez développer parce que c'est très important. Oui. Mais bon, comme il y a pas mal de questions, je vais demander peut-être à Paul de poser une dernière question. Alors c'est fondamental, c'est sur les archives, hein, pour un historien. Hein. Quelle relation entretenez-vous, historien global, avec les archives? Avez-vous déjà été confronté à des difficultés lors de la consultation d'archives ayant été produites par des populations locales? Et si oui, lesquelles? Oui, merci là aussi pour cette question, hein, pour toutes vos questions qui sont très importantes. La question des archives, elle est fondamentale parce qu'elle me permet, en fait, et encore une fois, merci, c'est construit de manière extrêmement aussi progressive, votre entretien. Elle me permet de nuancer ce que je disais à l'instant sur le fait qu'au fond, on pratiquait tous, d'une certaine manière, la science sociale ou les sciences sociales. Les archives, c'est précisément au fondement de l'ADN de l'histoire, de la discipline historique. Hein. C'est-à-dire les historiens peuvent mobiliser toutes les méthodologies des sciences sociales, la géographie, l'anthropologie, la sociologie, y compris la philosophie. Il y a une spécificité par rapport aux autres, c'est le rapport à l'archive. Et donc c'est très important, ce rapport à l'archive, sans évidemment essayer sans entretenir un rapport fétichiste, hein, à cette archive, puisque on le sait depuis Lucien Febvre, ces archives, il faut les interpréter. Hein. C'est-à-dire que ce sont pas, l'archive en fait, c'est toute l'ambiguïté. Elle nous préexiste hein, avant qu'on la découvre, mais ça n'est pas une vérité qui nous préexiste, qui existerait en dehors de nous. Hein. L'archive prend sens à partir du moment où on la questionne, on la travaille. Hein, on la soumet à un examen critique. Et donc, les archives, pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, elles font partie du quotidien de l'historien et elles ont suscité des émotions extrêmement fortes. Des découvertes, c'est quand même le travail d'historien, c'est aussi un travail très laborieux, très individuel. On travaille dans l'isolement souvent des fonds d'archives, et donc en fait moi je compare ça aussi à un travail au travail du chercheur d'or, qui cherche les pépites. Heureusement qu'on en trouve hein, des pépites. Et c'est pas seulement évidemment la vocation de l'historien, parce que il a bien d'autres choses à faire, le travail bibliographique, le travail théorique, etc. Donc ça fait de longues journées et de longues nuits de travail, mais ce travail en archive, il est irremplaçable. Et pour boucler avec la question précédente, la proposition que nous faisons avec Quentin Deluermoz sur l'histoire contrefactuelle, c'est précisément de fonder cette histoire des possibles sur un travail d'archives, hein, sur retrouver les contrefactuels dans les archives. Vous, vos premières pépites, je crois que c'était l'école française d'Extrême-Orient, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça m'a procuré un plaisir immense, ce premier travail de recherche, et j'invite tous les étudiants qui sont présents ici à s'inscrire, s'ils en ont la possibilité, en master, que ce soit un master d'histoire, de philo, de sociologie, parce qu'en fait, c'est la seule année dans tout votre cursus et peut-être dans votre vie où vous aurez une forme de liberté incroyable, c'est-à-dire que vous pourrez définir vous-même votre sujet de recherche, souvent en discutant avec vos enseignants, et puis organiser votre semaine, travailler jour et nuit sur un sujet qui vous passionne. Et donc ça a été mon cas, ça a été exaltant, et je dois dire que depuis 20 ans, je cours après ce plaisir que j'ai éprouvé à l'occasion de cette première recherche. Ouais. En tout cas, ça vous a mené loin, c'est bien. Donc, parfait. Hein, donc, c'est un exemple. Je remercie donc nos deux étudiants. Je vais tout de suite appeler. Donc, merci les jeunes. Inès et Ophélie, donc vous nous rejoignez pour de la dernière partie de ce petit marathon. Hein, Pierre. Donc, voilà. Donc, on a appelé ça Histoire et discours de la colonisation. Donc là, on étend un peu le questionnement sur la colonisation. Donc, je ne sais pas qui ouvre le feu, là, entre vous deux. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est Inès? Allez, Inès. Oui. Tu poses la première question. Alors, comment les sciences coloniales se sont-elles imposées comme un outil du colonialisme? Reste-t-il des vestiges de cette pseudo-discipline au sein de notre culture universitaire? Ah oui, grande question, importante question. C'était votre thèse, hein, les sciences coloniales? Oui, c'était ma thèse. Donc c'était ma thèse, et donc moi je m'étais intéressé à ces disciplines qu'on appelait l'histoire coloniale déjà, mais c'est pas la même que celle qu'on essaie d'écrire. Hein. L'histoire coloniale, la géographie coloniale, la sociologie coloniale, la psychologie coloniale,
l'économie coloniale, le droit colonial, toutes ces disciplines qui ont été inventées, institutionnalisées, pas seulement en France, mais dans la plupart des pays européens qui possédaient un empire, c'est-à-dire on retrouve la même chose en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Italie même. Et donc ces nouvelles disciplines étaient des disciplines qui étaient pensées comme scientifiques, savantes, universitaires. Donc elles ont donné lieu à la création de chaires universitaires à partir des années 1880. C'est vraiment dans le cadre de ce renouveau de l'élan colonial, de l'expansion coloniale des années 1870-80, qui est concomitant évidemment de la mise en place de la Troisième République. Et donc, en même temps que se mettent en place les universités modernes, post-napoléoniennes, les universités telles que nous les connaissons, eh bien, se développent dans toutes les universités, dans toutes les facultés, dans un grand nombre, disons, de facultés françaises, notamment dans les ports coloniaux et à Paris, des chaires de sciences coloniales. C'est aussi le cas à Sciences Po Paris. Sciences Po Bordeaux, désolé, n'existait pas encore. Bon, mais Sciences Po Paris, qui est créé dans les années 1870, au début des années 1870, par Émile Boutmy, eh bien, tout de suite place les sciences coloniales au cœur de sa formation, l'école libre des sciences politiques, de la même manière que l'école des hautes études commerciales HEC va aussi créer une spécialité coloniale qui sera aussi très populaire. Vous avez des chaires en Sorbonne, et puis, c'est très intéressant, à Bordeaux, vous avez aussi plusieurs chaires de sciences coloniales, notamment en géographie coloniale, d'où la grande tradition de la géographie coloniale et tropicale. Le CEGET, c'est ça ? Alors le CEGET sera, s'inscrira, disons, dans cette tradition en se différenciant évidemment de l'héritage colonial, puisqu'on est dans la géographie tropicale, puis géographie du développement, évidemment, dans un troisième temps. Mais tout ça pour vous dire que vous parliez des traces de ces sciences coloniales aujourd'hui. Ce qu'on appelle la géographie coloniale est une discipline en fait, qui s'est inscrite dans la continuité, tout évidemment, en s'en défendant et à juste titre, en militant ensuite contre la colonisation et en faveur de la décolonisation. Mais il n'empêche qu'il y a des liens à travers les animateurs de ces disciplines, les savoirs qui sont produits entre cette période coloniale évidemment et la période postcoloniale. Donc c'était très important cette question des sciences coloniales parce que en fait c'était une manière pour moi au début des années 2000 de montrer qu'en fait l'histoire coloniale n'était pas une histoire extérieure à la France. On considérait que c'était une histoire qui était une histoire marginale, extérieure, et c'était donc cette histoire des sciences coloniales au cœur même de nos universités, de nos grandes écoles, de nos élites intellectuelles. Aborder cette question de la place de l'idée coloniale, de la manière dont on étudiait les populations colonisées et les pays colonisés, c'était une façon de remettre la question coloniale au cœur de l'histoire de la France contemporaine. Merci beaucoup. Question suivante, Ophélie. Alors, c'est une question sur le discours de la colonisation. Alors, quel manque et quelle défaillance peut-on noter aujourd'hui dans le discours sur la colonisation qui est tenu à l'heure actuelle ? Et pour enrayer ces manques et ces défaillances, est-ce qu'on doit passer par une réforme des programmes scolaires d'histoire, par exemple ? Alors, je pense qu'il y a en fait un... Merci aussi pour cette question très, très, très importante. Je pense qu'il y a un décalage entre la manière dont l'histoire de la colonisation est enseignée dans le secondaire par des enseignants qui sont totalement connectés à la recherche universitaire, qui lisent les livres et l'historiographie produite ces 30 dernières années sur l'Empire colonial français, sur l'Algérie coloniale, donc ils connaissent ces questions-là et qui les enseignent et qui savent les enseigner. Et donc là, je pense que depuis 20 ans, il y a un travail considérable qui a été effectué un peu partout en France par les enseignants du secondaire, en lien avec la recherche. Un décalage entre cette situation-là et puis le débat public. Le débat public en France qui est caricatural. Où en fait il y a une espèce, mais qui est à l'image en fait, vous allez dire que là ensuite je vais revenir sur les intellectuels médiatiques, faut pas, mais qui est à l'image en fait du débat public aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une polarisation
entre des prises de position radicales, extrêmement radicales de part et d'autre, qui empêchent la pensée, qui empêchent la réflexion et qui empêchent d'avancer, qui empêchent de construire et de se projeter. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui vous expliquent eh bien que ça rejoint le bilan comptable de l'histoire coloniale comme bilan comptable, c'est-à-dire des approches très moralisatrices de l'histoire du fait colonial. D'un côté, des gens qui vous expliquent eh bien, que, en réalité, tout s'est bien passé sous la colonisation, que la colonisation, ça a été la civilisation, la mission civilisatrice française outre-mer, que, en réalité, voilà, qu'il faut combattre absolument toute une série de mythes historiques, notamment celui de la violence coloniale. Voilà. Bon, on a évidemment une vision qui est totalement déformée de l'histoire et qui est une vision, pour le dire vite, une vision d'extrême droite. Et puis il y a une vision qui se dit opposée à celle-là, mais qui au fond partage pour moi le même postulat, et c'est là que ça devient intéressant. Donc c'est une vision qui se dirait plutôt d'extrême gauche, mais qui n'a rien de gauche pour moi, qui est cette vision de la vulgate décoloniale. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses intéressantes dans la pensée, dans la théorie décoloniale, notamment des théoriciens latino-américains, etc. Mais disons que le décolonialisme, parfois tel qu'il a été importé par un certain nombre de militants en France, est très caricatural, et nous invite par exemple à décoloniser le monde contemporain, pour revenir à une espèce de pureté originelle totalement fantasmée. C'est là qu'il y a un point commun entre les deux options, c'est-à-dire cette espèce de fascination pour la pureté originelle, d'un côté comme de l'autre. Et c'est là que ça nous renvoie à la maladie de l'époque qui est l'identitarisme, cette fascination malsaine pour l'identité, excessive. Et d'autre part, le point commun de ces deux options, qui sont des options idéologiques et non pas scientifiques, c'est l'oubli de la majorité des concernés, c'est-à-dire des populations colonisées. En faisant de simples victimes, de simples agents passifs de la colonisation. Si vous voulez, on ne comprend rien à ce qui s'est passé et on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui, au changement actuel, au changement géopolitique actuel. Faire par exemple des Indiens les victimes de la colonisation, c'est s'interdire de comprendre pourquoi l'Inde est en train de redevenir une des premières puissances mondiales. Évidemment, l'Inde a déjà dépassé son ancienne métropole économiquement, le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que l'Inde a racheté Jaguar, quand je dis l'Inde, c'est une grande entreprise qui s'appelle Tata, a racheté Jaguar, Land Rover, le thé, Tetley, l'acier, Corus, tout ça possédé par la Grande-Bretagne, par l'ancienne métropole, parce que tout ça a été préparé sous la colonisation elle-même, où l'Inde n'a cessé de se préparer, de se développer, etc. Donc il faut penser évidemment les situations coloniales dans leur diversité, il faut penser les résistances à la domination coloniale et cesser de considérer qu'il y a de résumer cela à une histoire de bourreaux et de victimes qui ne nous aide pas à penser. Évidemment qu'il faut revenir sur les violences paroxystiques exercées dans certains cas sur les populations colonisées, qu'il ne faut pas nier les massacres, les villages incendiés, etc. Mais enfin, il faut envisager l'ensemble de la situation coloniale dans sa complexité. Bon, vous aurez remarqué qu'à Pessac, on se garde de tous ces extrêmes. On est dans un équilibre et une rationalité, une intelligence donc, qui doit vous plaire. Qui ressemble au Sud-Ouest un peu. Qui ressemble au Sud-Ouest, oui. Voilà. Bon, écoutez, merci. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Allez, Inès, à toi. Pour continuer, le système des départements et régions d'outre-mer est-il une forme de prolongement du colonialisme et de la culture coloniale ? L'héritage de la colonisation se ressent-il dans les structures locales, notamment politiques, économiques, sociales, de ces régions ? Bon, vous qui avez vécu à la Guadeloupe, là. Oui, question difficile et question douloureuse. Pour les habitants, pour une grande partie, il ne faut pas généraliser, une partie des habitants des territoires et des départements d'outre-mer. Alors, vous donnez l'exemple de la Guadeloupe et de la Martinique, pour le coup, c'est un exemple très éloquent. Parce que ces traces de la colonisation et de l'esclavage sont encore visibles aux Antilles. Et ça s'est vu aux yeux du monde entier. Souvenez-vous, en 2009, avec ce grand mouvement social qui a éclaté en Guadeloupe et puis qui a ensuite essaimé,
cette lutte contre la profitation, hein, c'était son nom, dirigé par Elie Domota notamment, qui en fait recouvrait toute une série de syndicats, de mouvements politiques, voilà, et dont à l'origine, hein, ce mouvement en fait dénonçait bien, les stigmates, l'héritage de la colonisation française en Guadeloupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que quand on observe l'économie guadeloupéenne, ou la démographie guadeloupéenne, l'économie, la démographie, c'est lié. En l'occurrence, il y a 1% de la population qui possède la quasi-totalité des outils économiques, des terres, de la grande distribution. C'est très important aux Antilles, la grande distribution, parce que évidemment les gens dépendent des importations, hein, que ce soit le yaourt, les biens de consommation, etc. Et cette partie de la population, 1% de la population, ce sont les béquets. Les béquets, c'est, je sais pas moi, c'est 4000 béquets en Martinique pour 400 000 habitants à peu près, hein, à la louche. Les béquets, ce sont les descendants des colons français depuis 1635, hein, qui se sont installés là comme propriétaires, planteurs. Ils étaient aussi aristocrates en rupture de ban, c'était aussi parfois des anciens prisonniers, etc. Bon, peu importe. Ils sont devenus cette espèce d'aristocratie économique qui a été, il faut le dire, pendant des décennies, qui a vécu aussi des aides de l'État français, qui voyait là son principal relais sur place. Donc là, il y a quand même une responsabilité historique d'un certain nombre de gouvernements qui ont instrumentalisé aussi les béquets parce que ça les arrangeait bien. Et donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on est là dans une économie typiquement coloniale, c'est-à-dire une économie extravertie qui est aux mains d'une poignée de personnes. Extravertie, ça veut dire qu'elle est fondée sur des biens d'exportation, des produits d'exportation. C'est-à-dire la Guadeloupe, en gros, pour le dire très rapidement, c'est comme au temps des colonies, si je puis dire, entre guillemets, c'est principalement, si vous mettez le tourisme, c'est l'exportation de produits agricoles. Et les deux principaux sont la canne à sucre, hein, qui donne le rhum notamment, et puis la banane. Bon, la banane, c'est encore une autre histoire aussi coloniale et post-coloniale, avec le scandale du chlordécone, l'empoisonnement avec cet insecticide, hein, dont l'usage a perduré très longtemps jusqu'à la fin du XXe siècle aux Antilles. Hein. Bon. Mais tout ça pour dire que voilà, cette économie coloniale, c'est une économie de la dépendance. Et cette dépendance, elle a été maintenue après la décolonisation, et pour cause, puisqu'en fait, les colonies antillaises sont devenues des départements et ont été assimilées au territoire national français au terme de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est une situation qui est très complexe parce que ça n'est pas évidemment une situation coloniale puisque les Antillais sont maîtres de leur destin, hein, naturellement, d'un point de vue politique et démocratique, mais c'est pour ça qu'il faut un peu de complexité dans le débat. Mais en même temps, d'un point de vue économique, je ne vois pas comment on peut nier voilà, le maintien de structures post-coloniales sur place. On va d'ailleurs beaucoup en reparler ces temps-ci, puisqu'il y a un troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, donc qui est prévu le 12 décembre, dans un territoire qui lui aussi donc, pourrait être défini en partie dans les termes que vous venez d'exposer. Hein. Alors, la prochaine question, je ne sais plus qui a posé la précédente. Allez. Alors, Ophélie. durant le quinquennat du président Emmanuel Macron, on a pu voir une volonté de clarifier le passé colonial français, de mettre à jour ce discours sur la colonisation et améliorer les relations avec les anciennes colonies. Donc, par exemple, on pense à l'élaboration du rapport sur les mémoires de l'Algérie par l'historien Benjamin Stora, ou plus récemment la remise d'œuvres d'art au Bénin. Donc, que pensez-vous de cette politique mémorielle et est-ce une bonne chose que les politiques s'emparent de l'histoire? Alors, bon, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent, les politiques, ils peuvent s'emparer de l'histoire. Le problème, c'est que l'histoire, ces dernières années, est un peu... comment dire, considérée mise à toutes les sauces. Voilà, mise à toutes les sauces, considérée un peu comme un supermarché où chacun va faire ses courses et pour défendre ses opinions qui sont transformées en idées ou en vérités historiques, soit par des hommes politiques, soit par des intellectuels médiatiques. Il est important, on ne peut pas regretter qu'un gouvernement demande à des spécialistes de rédiger un rapport.
le principe est évidemment pertinent. Et ce rapport, en l'occurrence le rapport Stora, marque une étape sans doute importante. On manque de recul, mais le rapport Stora, par exemple, c'est intéressant de voir comment le rapport Stora il est commenté, là encore, par des gens qui ne l'ont pas lu. Bon, pourtant, il n'est pas très long, c'est une centaine de pages. Rapport de Benjamin Stora, donc un historien lui-même, sur les rapports France-Algérie. Un historien qui propose des choses intéressantes, concrètes, comme par exemple, je ne sais pas moi, concrètement, il propose de restituer les cendres d'Abdelkader à l'Algérie, de restituer aussi d'ailleurs son épée, de faire une stèle d'ailleurs sur ce même Vous savez qu'Abdelkader était très populaire dans la région. Bien sûr. Il était emprisonné à Pau et c'est pour ça que j'en parle. Il a eu un grand succès. C'est pour ça que j'en parle. Il est parti, les gens pleuraient à Pau. Hein. Oui, bien sûr. Et Abdelkader a aussi été retenu à Ambroise. Et Stora ne parle pas de Pau dans son rapport, mais il propose de faire mettre une stèle à Ambroise. Bon, très bien. Alors, il y a des mesures comme ça concrètes, mais disons que le rapport est un peu flou, on peut le regretter, sur, par exemple, la question des archives, qui est fondamentale. Ça nous renvoie à la question que vous avez posée précédemment. Il dit, il faudrait envisager la restitution d'un certain nombre d'archives à l'Algérie. Alors là, le flou est un peu embêtant, parce que, et ça a été reproché par un certain nombre de collègues algériens, parce que on ne sait pas, les Français ont rapporté en France au moment de la décolonisation des archives concernant l'histoire précoloniale française, c'est-à-dire l'histoire au moment où l'Algérie était une province ottomane. Il y a aussi des archives de l'armée de libération nationale qui ont été rapportées en France. Donc de quelles archives s'agit-il? Quelles archives faudrait restituer? Il faudrait être plus précis peut-être. Et surtout, il faudrait commencer à réfléchir à la mise à disposition des archives au plus grand nombre. C'est-à-dire que le problème, c'est que les archives sont considérées par les gouvernements comme des trésors, un peu comme des trésors royaux, des trésors d'État. Vous voyez, le problème, c'est pas tellement ça. Moi, ça m'intéresse pas de savoir que le gouvernement protège ses archives. Ce qui est important, c'est que chaque citoyen, et c'est la règle en France, peut accéder aux archives de son pays, à toutes les archives, selon évidemment en respectant la législation. Et en fait, le plus simple serait de développer une politique de numérisation des archives qui permette de donner un libre accès aussi bien aux Algériens qu'aux Français, mais aussi aux chercheurs japonais, américains, argentins, à ces archives. C'est ça qui me paraît être la question décisive, la question de l'accessibilité à l'information et aux archives. Et donc c'est un peu la même question qui se pose pour la restitution, je regarde la montre, proposée par le rapport Felvinsart-Bénédicte Savoie, la restitution, vous savez, des œuvres d'art, des œuvres africaines. C'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale, et si vous partez du constat que pour certains pays, aujourd'hui, certains pays africains, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, la quasi-totalité de leur patrimoine artistique a été prélevé, volé, ou parfois acheté dans des conditions douteuses par les puissances coloniales. Je dis bien la quasi-totalité, c'est-à-dire pour certains pays, c'est plus de 90% des œuvres, les estimations, qui sont donc en dehors du pays d'origine. Je ne vois pas comment, sur le principe, on peut être contre la restitution d'un certain nombre d'œuvres. La question maintenant est, on restitue à qui et comment? À qui? Parce que souvent, ces pays n'existaient pas avant. Ces pays, je veux dire, quand je dis ces pays avec ces frontières-là, n'existaient pas avant la colonisation européenne. Donc il faut savoir à qui, à quel pays, à quel groupe on restitue ces œuvres et dans quelles conditions, évidemment, de conservation. Mais ça me paraît très important, cette question des restitutions, parce que souvent, ce sont des questions, si vous voulez, qui sont traitées de manière hystérique dans le débat public, alors qu'on devrait commencer par donner une seule donnée factuelle, qui est que 95% des œuvres d'art africaines qui ont été prélevées pendant la colonisation, volées ou mal acquises, ne sont pas exposées dans les musées européens, mais sont conservées dans les réserves des musées européens. Donc les restituer ne priverait pas le public européen évidemment de ces œuvres. En fait, ces œuvres ne sont pas accessible. La question importante, me semble-t-il, et qu'on ne pose pas assez, c'est cette question de l'accessibilité. Non pas à un tel ou un tel, mais l'accessibilité, encore une fois, au plus grand nombre.
Pierre Singaraveu, je crois que vous avez encore le temps de répondre à une question. Hein, on s'achemine doucement vers la fin puisqu'on va vous libérer dans quelques minutes. Inès, tu vas poser encore une question et puis peut-être si on a le temps, on a encore des biscuits. Hein, mais voilà. Inès. Alors, vous êtes professeur donc, au King's College de Londres et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et étudiez donc l'histoire de ces deux pays. Quelles sont les principales différences dans les approches contemporaines de cette histoire coloniale entre les deux pays et comment s'explique le retard français dans l'histoire globale et les post-colonial studies par rapport à la Grande-Bretagne? Ah oui, non, notre pays est encore en retard, donc je n'y crois non, pas. Non, ça c'est pas possible. Une question là aussi importante et difficile d'y répondre brièvement. Disons que la première chose, c'est que l'histoire du fait colonial et l'histoire dite impériale s'est développée en Grande-Bretagne très tôt. Parce qu'en fait, elle s'est inscrite directement dans la continuité des sciences coloniales que j'ai évoquées à l'instant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en ce moment professeur au King's College de Londres, et au King's College de Londres, qui est donc une des grandes universités britanniques de fondation royale, eh bien, il existe depuis très longtemps une chaire qui est la Rhodes Professorship of Imperial History, et donc qui a été fondée par le fameux Cecil Rhodes, qui est un des plus grands colonisateurs britanniques, qui a fait fortune avec les diamants africains, etc. Et donc cette chaire existe toujours, cette chaire a toujours existé, n'a cessé d'exister depuis la période coloniale. Bon, et en fait, vous retrouvez ça à Oxford, à Cambridge, etc. Donc il y a une continuité. Évidemment qu'on n'enseigne pas du tout la même chose, hein, vous pouvez l'imaginer, le contenu des enseignements n'est pas le même. Mais ça a permis, si vous voulez, à ce domaine de la recherche de se perdurer, et très important, ça a permis à l'histoire du fait colonial d'être centrale dans l'histoire et les sciences sociales britanniques puis anglophones, c'est-à-dire d'être au cœur des débats intellectuels, de permettre ce qu'on a appelé les études postcoloniales avec Édouard Saïd et ses épigones, puis les subaltern studies avec Ranajit Guha et ses épigones en Inde et ailleurs, puis l'histoire globale aussi, etc. C'est-à-dire que cette question coloniale, elle fascine, elle est au cœur, elle est ultra légitime depuis la Seconde Guerre mondiale, elle fascine les intellectuels anglophones. Donc c'est simple, c'est exactement l'inverse en France. C'est exactement l'inverse en France. En France, c'est une question qui est après 1950-60, au moment de la décolonisation, c'est une question qui est ringarde. En fait, la question, elle est traitée, elle est investie par une histoire qui est plus ou moins militante, marxiste, tiers-mondiste, néocolonialiste de l'autre côté. Il y a de très bons travaux, mais elle est considérée comme marginale par le cœur de l'université, d'accord ? Et ça n'est qu'à partir de 2000... et moi, évidemment, ça a été une chance pour moi parce que j'arrive exactement au moment où on arrive à transformer l'essai et à remettre cette histoire coloniale et qui devient globale au cœur de la discussion historiographique en France. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, il y a un retard parce qu'en France, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Fernand Braudel qui a, comme ça, en 1960, qui était très puissant hein, dans au gouvernement, disons proche du gouvernement pour justement organiser la recherche en sciences sociales, et qui a fait une croix sur les chaires de sciences coloniales, alors à juste titre ou pas, et qui a promu les aires culturelles à la place. Les aires culturelles. Et donc en France, on a une grande tradition d'aires culturelles qui est déconnectée de l'historiographie coloniale, avec les spécialistes de l'Amérique latine, du Vietnam, de l'Algérie. Et donc, c'est une folie pour les Britanniques. Un spécialiste de l'Algérie au XIXe siècle et un spécialiste du Vietnam au XIXe siècle peuvent ne jamais avoir discuté ensemble, ne pas se connaître, ne pas dialoguer, voyez, parce que cette approche impériale, eh bien, elle est extrêmement récente. Alors, depuis, on s'est rattrapé, hein, et depuis, on propose collectivement, avec d'ailleurs des collègues qui sont ici présents à Pessac cette semaine, Sylvain Venner, Quentin Deluermoz, bien d'autres, une histoire, disons, globale à la française, c'est-à-dire une histoire qui est une histoire qui serait, contrairement à certaines approches anglo-saxonnes, pas une big history, pas une histoire désincarnée, pas une histoire hors sol, mais une histoire plutôt par le bas, une histoire qui prend en compte en fait le rapport au monde, l'histoire des sensibilités et d'abord et avant tout l'histoire sociale. Donc voilà, il y a disons qu'il y a une espèce de French touch en histoire globale. Et l'enjeu pour nous maintenant, là aussi pour ne pas être trop bisounours, et pour finir sur une touche un peu, disons, programmatique, c'est de nous imposer davantage par rapport à l'historiographie anglo-saxonne qui est largement dominante.
Dans le rapport de force historiographique, il faut bien comprendre que les anglo-saxons sont dominateurs, ne lisent pas la littérature en français, la littérature francophone. Et donc, il y a quand même un enjeu pour nous, et là, plus largement, je parle au-delà des historiens. Il y a la traduction, néanmoins. Il y a des traductions, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment militer, œuvrer pour encore davantage de traductions, pour être accessible, encore cette question de l'accessibilité, à un lectorat non francophone. Une petite dernière pour la route ? Oui, bien sûr. Alors, Ophélie, une petite dernière pour la route. Oui. Alors, ça concerne la cancel culture. Alors, selon La vous... cancel culture, hein. Voilà, donc c'est important. Vous pouvez quand même vous poser une question là-dessus. Hein. Alors, selon vous, la cancel culture est-elle une aide ou une menace pour faire l'histoire de la colonisation ? Tout le monde sait ce que c'est la cancel culture ici, sinon vous nous dites. Hein. Alors, oui, alors la cancel culture, c'est le problème est dans le terme lui-même. C'est-à-dire que c'est une expression qui est très connotée. Et donc, évidemment, si la cancel culture, c'est l'ostracisation de ceux qui ne pensent pas comme vous, évidemment, dans ce cas-là, la cancel culture est problématique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'aborder cette question de la dite cancel culture du point de vue historique et de la longue durée, c'est-à-dire d'essayer de mettre un peu de sérénité dans ces discussions qui sont là aussi souvent extrêmement, parfois trop vives. En fait, il faut bien comprendre que donc, cette idée d'effacer, par exemple, effacer les traces du passé, hein, donc déboulonner des statues, etc., c'est une idée ancienne, c'est pas une idée récente. Notre République s'est fondée en partie sur quoi ? Sur le vandalisme révolutionnaire. Vandalisme, c'est un terme, c'est un mot très intéressant. Vandalisme, c'est un mot qui est forgé par l'abbé Grégoire en 1794 pour précisément expliquer comment tous les régimes, qu'ils soient démocratiques ou totalitaires, eh bien, remplacent les statuts, les noms de rue, les signes du régime précédent. Donc, si vous voulez, c'est pas nouveau. C'est comme cela, et bien que les paysages urbains évoluent. Donc déjà, qu'on avait une très belle statue équestre de Louis XV au bord de la Garonne. Oui, et c'est le cas, par exemple, au musée d'Aquitaine, de la statue du buste de Louis XVI, hein, qui date de la Révolution française et qui a été abîmé par les révolutionnaires. Donc en fait, cette question de la cancel culture, il faut je pense, l'aborder avec beaucoup de calme et au cas par cas. C'est-à-dire que, évidemment, vous comme moi, en tant que citoyen, on ne souhaite pas vivre dans une rue dont le nom serait celui d'un collaborateur de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je ne souhaite pas vivre dans un quartier qui est surplombé par la statue d'un trafiquant négrier. Et ça, c'est légitime. C'est-à-dire que c'est une demande politique légitime. Je ne vois pas comment on ne peut pas la recevoir, parce que, évidemment, elle pose la question de l'existence de ces statues. Ces statues, en l'occurrence, ont été faites à ce moment-là pour glorifier ces personnages pour ces raisons-là, pour ces actes néfastes-là. En revanche, on ne peut pas, évidemment, étendre cette cancel culture ad vitam, à tout, si vous voulez, le domaine politique et culturel, parce que, évidemment, ça donnerait lieu à une espèce de purification culturelle à l'infini. Mais quand on déboulonne à Mexico Christophe Colomb, c'est pas parce qu'il a participé à l'extermination des Indiens, c'est parce qu'il a découvert l'Amérique quand même. Hein, donc. Alors il n'a pas découvert l'Amérique, Christophe Colomb. Hein. Il a découvert l'Amérique pour plein de raisons. D'abord parce qu'on sait maintenant qu'il y a 1000 ans, les populations du Nord se sont installées en Amérique du Nord, hein, donc bien avant Christophe Colomb. Et puis surtout parce qu'il y avait beaucoup d'habitants en Amérique qui se sont découverts eux-mêmes et qui n'ont pas eu besoin de colons pour être découverts. Vous voyez, donc la notion de grande découverte a été déconstruite depuis longtemps. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément pour des mauvaises raisons qu'on l'avait mis en statut. Bon, ça c'est un autre débat qui nous amènerait un peu ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, cette question de la cancel culture, s'il s'agit de dire ensuite, ah bien, sous prétexte que Pascal et Voltaire étaient judéophobes, on va interdire toutes les œuvres de Pascal et Voltaire, dans cette logique, si vous voulez, d'une cancel culture qui serait comme ça à l'infini. Bon, vous voyez bien que ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Et donc je crois que de ce point de vue, il faut vraiment, pour le coup, prendre le temps de discuter, de réfléchir, et de cesser de s'opposer de manière beaucoup trop caricaturale.
Bon, Pierre Saint-Caravello, vous reviendrez pour un deuxième grand oral, peut-être, pour approfondir tout ça? Avec plaisir, oui. Bon, eh ben, écoutez, alors, Merci à vous. on reviendrait. Donc, merci beaucoup de votre présence, à vous, public. Voilà, je crois que Pierre Saint-Caravello nous quitte, mais si vous voulez le voir, il sera dans nos murs pendant le week-end. Hein. Oui, et si vous voulez, alors si vous êtes courageux, je serai à la librairie Mola à partir de 19h pour parler des mondes d'Orsay à la station Ozone. Voilà. Donc vous pouvez courir derrière son carrosse, donc il s'en va là. Hein, les chevaux donc piaffent devant le cinéma. Voilà, merci beaucoup Pierre Saint-Caravello et donc à très vite. Il faut rester sur le festival, vous n'allez pas à la station Ozone. Bon, alors vous n'avez pas le droit de suivre le carrosse. Bon, mais non, c'est à 19h, hein, je crois. À 19h, présentation des mondes d'Orsay, voilà, le dernier livre de Pierre Saint-Caravello. Et donc ces livres sont également disponibles dans le hall du cinéma.